Bonjour et bienvenue sur la première chaîne de podcast dédiée à l'inbound marketing en France. Lors de la première édition de l'événement Inbound Marketing France à Rennes, de nombreux experts venus du monde entier ont eu l'occasion d'échanger autour de ce sujet qui passionne de plus en plus de professionnels du commerce et du marketing en France. Cette conférence intitulée Les fondamentaux de l'inbound marketing, animée par Joselito Tirados, Stéphane Truffem et Michel Brévion, 3 experts de l'inbound, va vous présenter une définition de l'inbound marketing et comment cette méthodologie peut répondre à vos objectifs de génération de leads et de transformation client. Si l'inbound marketing est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche à droite de votre écran. Je vous laisse avec la suite. Très bonne écoute. C'est clair que c'est beaucoup plus simple que de faire du contenu, de prendre son temps, de se demander finalement quelle pourrait être la valeur ajoutée que je peux proposer à mes cibles, et donc d'offrir avant de demander. Donc c'est aussi un peu une question de facilité. On va sur des choses qui sont plus faciles à maîtriser. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc il va falloir soigner finalement cette sorte de schizophrénie du marketeur. Et je crois que là, quelques pilules d'inbound marketing peuvent faire l'affaire. Après, il y a deuxième postulat. On vit dans finalement un monde de société qui est absolu. Donc uniquement parler de son produit, de son offre, de son service a beaucoup moins de portée que par le passé. Je prends un exemple qui est probablement un peu caricatural, mais au moins qui a l'avantage de bien expliquer ce mécanisme. Imaginez ma grand-mère dans les années 50, face à sa première publicité d'une machine à laver le linge, par exemple. Vous voyez bien qu'elle a dû avoir l'effet waouh juste en regardant le visuel. Et donc la marque, c'était assez simple. Il suffisait qu'elle présente son produit, qu'elle l'explique à quoi il servait, et c'était finalement le consommateur qui allait se construire son propre storytelling autour de ce produit. Bon, aujourd'hui, vous voyez bien que si vous devez remplacer votre machine à laver le linge, ça va être plus une corvée qu'autre chose. Donc le produit, finalement, a beaucoup moins d'importance. Donc il faut comprendre ce qu'est une marque aujourd'hui. La marque, c'est avant tout effectivement un bénéfice fonctionnel. Donc je suis, je sais pas quoi, Red Bull, ma fonction c'est de fabriquer des boissons énergisantes, mais c'est aussi et surtout aujourd'hui un bénéfice soit émotionnel, qu'on va probablement plus facilement articuler en B2C, soit un bénéfice utilitaire qui est généralement plutôt applicable en B2C. Et c'est même un bénéfice aujourd'hui sociétal. Alors si je reprends mon exemple de Red Bull, on voit qui vont jouer sur ce bénéfice émotionnel. Vous allez sur le site internet de Red Bull, c'est assez caractéristique, vous ne verrez pas une canette de leurs produits. Ils ne parlent jamais de leurs produits. C'est des contenus qui vont bien évidemment intéresser leur cible, on n'est pas dans leur cible, mais dans tous les cas, les jeunes qui aiment les expos un peu sportifs, ça va les intéresser. Donc quand on pense aujourd'hui boissons énergisantes, on pense Red Bull. Voilà. J'ai entendu dire qu'ils vont sortir leurs propres médias et qu'ils vont faire leur télé. Avec des vidéos de sport extrême, parce que depuis 25 ans, effectivement, c'est leur fonds de commerce, c'est le sport extrême qui plaît beaucoup, plus que la boisson elle-même. Et donc, ils vont avoir un média pour recenser tout un tas de contenus vidéo avec des compètes de freeride. De toutes les manières, leur site internet, corporate, est déjà un média. Vous voyez que c'est que des contenus vidéo ou texte, enfin peu importe la forme, sur du sport, sur des exploits sportifs. Voilà. Après, vous avez également le bénéfice sociétal qui prend de plus en plus d'importance. Je pense que les marques aujourd'hui ont un intérêt finalement à aller aussi actionner ce genre de choses. Et on voit que ça marche très très bien. Par exemple, un Unilever qui promet qu'en 2030, toute leur production sera éco-compensée. C'est quasi 4 millions de fans sur Facebook. Donc ça, premier point de l'inbound marketing, c'est véritablement quelle est finalement ma stratégie et qu'est-ce que je peux apporter comme valeur à mes cibles, valeur qui transcende finalement mon offre de produits ou de services. Deuxième aspect, donc c'est l'aspect méthodologique, et là c'est absolument génial parce que c'est très simple, 4 phases, donc attirer, convertir,
conclure et enchanter. Donc attirer, finalement, si on reconnaît que les techniques intrusives ne fonctionnent plus spécifiquement très, très bien, je vais chercher à changer mon fusil d'épaule et finalement, plutôt que de faire de la chasse, je vais tenter de faire de la pêche et finalement d'aller distribuer des contenus qui vont intéresser mon audience. Donc quand on parle de marque média, on est en plein dans ces mécanismes. Je vais tenter effectivement, grâce à du contenu, encore une fois, peu importe la forme, peu importe le canal, ça peut être aussi du contenu print. Finalement, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que, en tant que spécialiste expert du digital, c'est logique d'écrire un bouquin ? Finalement, oui. C'est un canal traditionnel par lequel j'ai apporté une expertise aussi. Donc c'est plus qu'intéressant. Donc ça, c'est la première étape. Quand vous l'avez écrit, excusez-moi, c'était en quelle année ? 2016. Oui, 2016, d'accord. Ouais. Donc, première étape, on va tenter de créer une audience. Après, ce n'est pas suffisant. Une marque, même si on appelle des marques médias, on n'est pas un média au sens pur du terme. Donc, notre objectif, ce n'est pas de vendre de l'espace publicitaire, c'est d'acquérir des clients. Donc, deuxième étape, ça va être la conversion. Et donc là, je vais tenter d'articuler ce que j'appelle moi du contenu premium. Donc, ça va être un contenu qui va être suffisamment intéressant pour que mes cibles accepte de l'acheter. Alors c'est un achat entre guillemets, bien évidemment on ne va pas donner son numéro de carte bleue, mais malgré tout c'est un acte engageant puisqu'on va communiquer ses données personnelles pour aller s'inscrire ou télécharger un livre blanc, ou enfin peu importe, obtenir le contenu. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce terme d'acheter. Et à partir de là, l'entreprise va récupérer effectivement les coordonnées de la personne. Alors l'erreur qui est faite très souvent, c'est qu'il y a une forme un peu de précipitation, et ce n'est pas parce que quelqu'un vous a finalement donné ses coordonnées qu'il est véritablement mûr pour vous parler. Donc il va y avoir toute une phase aussi de maturation, on parle de lead nurturing, qui va chercher finalement à faire avancer son lead dans son parcours de décision. Et puis après, aux marques aussi de s'outiller avec par exemple des briques de marketing automation qui vont donner des indicateurs sur l'avancée et la maturité du lead. Et ensuite, donc, troisième étape, c'est conclure des ventes. Donc là, on revient finalement sur des pratiques commerciales assez traditionnelles. Et enfin, dernière étape qui est absolument essentielle, donc enchanter la relation client. Et c'est probablement. Mais c'est un petit peu le titre de votre livre. Attirer, conquérir, enchanter. C'est le titre de mon livre. C'est quasi la baseline de Winbond. Oui, aussi. Donc on est sur la méthodologie Inbound Marketing. Il n'y a pas de. Est-ce que c'est le bon moment peut-être pour faire la transition avec l'aspect plus sales, plus vente, allons-y, plus retour sur investissement de cette stratégie Inbound Marketing. Michel ? Alors, globalement, la crainte qu'on pourrait avoir sur l'inbound marketing, c'est que ça soit conceptuel. C'est de se dire, c'est une méthode qui pourrait paraître un peu théorique. Et moi, je suis comme José Lito, et on s'aime bien en plus. C'est que nous, on est des sales d'origine. Même si je fais très jeune, il y a 25 ans, je prospectais en porte-à-porte et je vendais de la pub. Et j'ai rêvé de pratiquer ce qu'on pratique aujourd'hui. Parce qu'on s'essoufflait, comme c'était un peu chaud. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les outils, vous entendez parler de marketing automation, etc., pour moi, ne sont qu'un moyen de. L'outil, à la limite, il n'est qu'un moyen de mettre en place ce qu'on veut faire. Et après, en fait, on n'a pas réinventé le commerce. On le pratique simplement différemment. Donc, dans l'inbound marketing, il y a la partie stratégique. Là, elle est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, un site sur deux n'est pas conforme au moteur de recherche de Google. Ni techniquement, ni dans le contenu froid des mots-clés, des cibles qu'on veut toucher. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ont fait pendant 10 ans des sites vitrines parce qu'il fallait un site Internet. Donc on faisait le site vitrine. Et puis beaucoup ont continué à acheter des sites Internet pour lesquels il n'y a pas eu de réflexion du contenu froid. Et donc, en fait, elles n'ont pas défini leur persona. Et ce que je trouve intéressant dans l'inbound, c'est que ça vient... Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est magique. Je dis simplement que ça vient reposer des bases. Quand on a une stratégie digitale, on doit avoir un site qui parle aux clients cibles qu'on a. Ensuite, ce site, il doit être conforme. Google, après, on peut être pour, on peut être contre. Ils ont défini des règles. Si votre site il met du temps à se télécharger, si votre site n'a pas d'audience, vous aurez du mal à générer des leads. Donc, en fait, on fait le même commerce que ce qu'on faisait. C'est du commerce, au final,
À part qu'on le pratique différemment. On s'essouffle moins. On va plutôt du coup faire de l'acquisition, mais de l'acquisition par un site qui est conforme, par du référencement naturel, par du référencement payant. Et une fois que j'ai une audience, je vais continuer à faire de l'acquisition avec l'inbound marketing, puisque le contenu va me permettre de continuer à attirer. Par contre, là où je vais aller beaucoup plus loin, c'est comme j'ai bien travaillé effectivement mes personas, mes clients cibles, ma stratégie éditoriale pour aller les capter, je vais avoir du coup effectivement une audience très qualitative, alors que j'avais plutôt une audience qui était quantitative. Et derrière, pour moi, ce qui est magique dans l'inbound, c'est qu'on aligne le marketing et le commerce. Je suis tous les jours, donc on est tous les jours confronté à des cas clients différents. 90% des cas clients, c'est le marketing bosse d'un côté et les commerciaux bossent d'un côté. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le marketing, ils pond des trucs et les commerciaux disent « Putain, ils nous font chier le marketing ». Et c'est courant. Et ça ne se cause pas. Et ils ne se comprennent pas. Parce que les commerciaux, ils pensent qu'au business. Et donc, Michel, pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas plus les équipes commerciales dans les boîtes? Parce que moi, j'entends tout le temps ça. Les commerciaux, on dirait qu'on les met un peu de côté et que la com, le marketing décide de trucs, mais sans prendre en compte ceux qui sont au plus près des clients, c'est-à-dire quand même bien les équipes commerciales. Parce que déjà en France, les commerciaux ont une mauvaise image. C'est le commercial, on pense toujours au gars avec sa grosse bedaine qui fait des grands repas, alors que ça, c'était il y a quand même quelques années. Bon, ça, je suis pas trop. Non, vous êtes plutôt bien foutu quand même. J'ai maigri depuis, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le commercial d'origine, il a une mauvaise image déjà. Il a en plus, vous le savez tous, par métier, on a des qualités et des défauts. Le commercial, il n'est pas très rigoureux. C'est un intuitif, c'est quelqu'un, et donc forcément il est bordélique, ça déborde un peu. Il a du mal à remonter de l'info parce ça le fait chier très clairement. Moi, j'étais jeune commercial, on avait des outils de CRM, on n'était pas super enchanté le vendredi de rentrer ce qu'on avait fait dans la semaine. Par contre, on était enchanté d'aller voir du client dans la semaine. Mais quand le vendredi, il fallait rentrer dans une CRM dont on avait déjà du mal à comprendre comment il fonctionnait, on faisait moyen, c'est moyen. Et donc globalement, le commercial, il n'est pas très apprécié. Enfin, quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, mais et derrière, le marketing, il a souvent eu tendance à faire du marketing traditionnel et donc à faire du descendant en disant tiens, on a pensé à toi commercial et tu vas aller nous vendre ce produit-là. Le commercial dit mais attends, je t'ai pas attendu, moi, mon client il veut pas du tout ça. Et donc toute entreprise qui croit, elle se silote. C'est comme ça, je ne sais pas si c'est une règle naturelle, mais... On en a parlé pendant la moitié de la com sur l'industrie, que dans la plupart des boîtes, il y a d'un côté le marketing, la com et les équipes commerciales. Et qu'un des challenges, c'est d'essayer de réussir à les faire se parler. Est-ce que ce qui part du bas, c'est-à-dire l'expérience client, ceux qui sont auprès des clients, puissent faire remonter les infos et pas forcément l'inverse? C'est clair. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on silote aussi parce que chacun veut son petit pouvoir. Alors, c'est sans doute naturel, mais le marketing veut exister, le commercial veut exister. Donc, on est mieux quand on est tranquille. Hein. C'est plus facile. Alors, ce qui est intéressant dans l'inbound, et je rejoins complètement ce que disait Stéphane, c'est que du coup, on va aligner tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où le marketing a pour mission d'acquérir des leads qui vont faciliter la vie du commercial, on doit bosser ensemble et le commercial doit remonter des infos qui améliorent du coup les contenus qui vont nous permettre d'attirer des prospects froids, tièdes et chauds. Et donc, ça s'aligne. Et ça s'aligne d'autant plus que ce que je disais dans mon propos de départ, c'est qu'on n'a pas changé les règles du commerce. Tout ce qu'on fait en inbound marketing, c'est pour faire du business. Hein, c'est pour dire ouais, j'ai mis une super stratégie en place, waouh, c'est super. Voilà. Donc, j'attire avec le marketing, on s'aligne. Et donc, ce qu'on va demander au commercial, c'est aussi de moderniser sa méthode commerciale, ce qu'on va appeler aujourd'hui plutôt du pipeline de vente. Et du coup, moi, je considère qu'aujourd'hui, il faut même aller beaucoup plus loin. Il faut aussi qu'on fasse des contenus sales. C'est-à-dire que moi, quand je vends à un client, le client, il va me dire, écoute, je suis intéressé parce que déjà, il est venu à moi tout seul. Donc, là, je suis en train de vous parler. Je pense que je dois rentrer du client en ce moment parce que du coup, si je fais bien mon inbound, ça marche tout seul. Et du coup, je plaisante. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que derrière, comment je le traite ? Et pour le traiter, il va vouloir du cas client. Il va dire, moi, je suis une start-up. Comment l'inbound marketing peut m'aider à développer mon business ? Et là, du coup, c'est pareil. Le marketing doit être sollicité. Alors, quand je dis ça, et je le dis exprès dans les entreprises où je vais, c'est qu'il faut s'aligner. Le succès, c'est l'alignement. On appelle ça le smart marketing. Mais si vous n'alignez pas et que du coup, vous générez des leads et que les commerciaux ne les traitent pas parce qu'ils n'aiment pas le marketing, le patron, à la fin de l'année, il va vous dire, super, j'ai mis 50 000 € en acquisition et on n'a pas fait plus de business, donc on va arrêter l'inbound marketing. Donc, on aligne tout ça, on modernise les outils, on fait en sorte qu'il y a un vrai pipeline de vente, il y a une vraie réflexion globale. Et là, c'est un vrai enjeu d'avantage concurrentiel. Les entreprises qui comprennent ça
Je ne suis pas en train de dire que l'inbound marketing, c'est la recette miracle. Je dis simplement qu'aujourd'hui, rien que de mettre en place une stratégie nouvelle de prospection qui s'adapte au levier du digital permet en tous les cas d'acquérir un avantage concurrentiel. Et après, on fera des réglages par rapport à l'entreprise, son métier. Il y a des leviers qui sont plus utilisés que d'autres. Voilà. Mais je pense que l'enjeu, ne faut pas oublier que c'est du commerce. On n'a rien changé. On le fait simplement différemment. Michel, une question. Quand même, le programme des écoles de commerce en France, on enseigne quand même un peu toujours les techniques de marketing un peu old school. Moi, donc, quand je vois un peu les programmes des contenus... donc, il y a quand même une façon toujours un peu années 50 de faire du marketing, même dans l'élite de la nation qui sont dans les grandes écoles de commerce. Il n'y a pas encore forcément cette culture de l'horizontalité, du partage de contenu, d'offres, de gratuité, de création de relations d'abord. Alors je ne dis pas du tout que c'est tous des nuls, enfin c'est pas mon propos, mais c'est pas forcément dans l'ADN de l'enseignement du commerce et des écoles de commerce de parler de relations. Alors de toute façon, on ne va pas faire un débat sur l'éducation nationale. De toute façon, c'est pas l'éducation nationale, voilà. C'est l'ESSEC qui a mais d'une manière générale, il y a un retard, il y a un décalage, mais il faut aussi se rendre compte que le digital va très vite. Moi, je fais du business depuis longtemps. Ça s'accélère et même des fois, on court un peu après. Le social selling, tout ça. Donc, on peut pas non plus. Alors, on peut pas avoir cette fréquence-là. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, à mon sens, et qui serait important, c'est qu'il faut faire attention aussi. C'est qu'aujourd'hui, peut aussi se dessiner deux profils, des geeks qui du coup ne prennent le digital que par le côté tech. Alors que globalement, ça reste du business. C'est un peu mon propos, je ne lâche pas. Hein, oui. Non, mais globalement, on s'adapte à une autre manière de faire, mais ça reste du commerce. Je veux dire, moi, j'ai fait du commerce il y a 25 ans, ça marchait bien. J'en fais aujourd'hui, ça marche bien. Je me suis adapté à mon environnement avec des méthodes nouvelles, parce qu'effectivement, tu parlais de ce qui est intrusif. Je crois que c'est 99% d'échecs sur des appels. Voilà, et on sait très bien que c'est sous-traité à l'étranger, donc le coût permet encore que les 1% puisse amener quelques recettes. Mais voilà, donc, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est fondamentalement des bonnes valeurs marketing, du bon commerce. L'inbound, ce n'est pas tout non plus, puisqu'on est dans des boucles. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des outils de marketing traditionnels qui reviendront. On est dans des fois, c'est des modes, et des fois, ça revient. Aujourd'hui, on peut mixer, faire du mix média. Et nous, on voit des campagnes, je pense à une finale qu'on a qui est Goodbye Media, qui fait de l'achat d'espace. C'est du mix entre le digital et le marketing traditionnel. Donc, on ne va pas tout jeter. On va mixer tout ça, mais on va avoir des fondamentaux de stratégie, des fondamentaux de définir qui je veux toucher et ne pas investir pour rien. Et puis derrière, construire une vraie stratégie qui est alignée et qui du coup fait du business, parce que c'est le but. Je vais maintenant passer la parole à José Lito Tirado, qui est sur ma gauche, que j'ai inventé cette appellation d'intuitif, mais je ne sais pas du tout si ça te correspond, si tu te retrouves là-dedans. Parce que toi, tu as un peu fait de l'inbound sans trop savoir que tu en faisais peut-être, et que du coup, ça a pris tellement bien que du coup, tu t'es positionné en sachant ce que c'était l'inbound. Est-ce que tu peux raconter brièvement comment tu as commencé à parler à ta communauté ? Oui, j'ai commencé à faire, alors, comme Michel, du porte-à-porte. J'ai vendu en surface de vente, tout un tas de trucs. Et je me souviens que le pire, c'était les séances de cold calling. Alors, ça le fait rire Michel, mais c'est quoi ça ? Alors, tu 2 fois par semaine, le matin, tu prends ton téléphone, tu prends ton fichier et t'appelles, et tu te fais jeter à l'infini. Et à ce moment-là, tu dis à ton manager, mais franchement, ça marche pas, en fait. Il dit, mais si, mais on a toujours fait comme ça, d'accord. Mais t'as conscience que là, j'emmerde le monde, quoi. Non, mais tu sais, il y a un fil rouge. Pour ceux qui font du commerce ici, c'est non, mais tu sais, c'est la bonne nouvelle. Tu les appelles, ils t'attendent. Oui, mais ce qu'ils me disent au téléphone, ça ressemble pas à ça du tout, quoi. Donc voilà. Et ça a duré comme ça longtemps, parce que comme Michel, j'ai pas la bedaine, mais ça fait un petit bout de temps. Et puis j'ai créé ma boîte. Un jour, je me suis dit, c'est bon, ras-le-bol, c'est moi le boss. Cette fois, c'est moi le boss. Et comment je vends ? Comment je vais faire ? Et je suis tombé sur mon père spirituel, Stéphane. On est en 2008. Il écrit un article sur l'inbound marketing. À l'époque, j'étais un peu comme tes élèves, en fait. Je parlais pas l'anglais. Donc, je me disais que je voyais bien les HubSpot, machin. Et je me suis dit, ouais, c'est ça la solution. T'as pas eu quelqu'un de sympa qui t'a donné des sources en français ? Stéphane. Stéphane, le premier qui en français parle de l'inbound marketing. Je me dis, super. Mais c'est bien sûr, c'est évident.
C'est comme ça qu'il faut faire, en fait. Ça correspond, à mes valeurs, à ma façon de fonctionner, à ma façon d'être. Et puis, go, on va le faire. Alors, on va oublier les outils, mais on va garder juste... c'est un terme bizarre de dire la philosophie. La philosophie du truc, alors oui, c'est Seth Godin, le permission marketing, arrêtez d'emmerder les gens, arrêtez de les interrompre, demandez-leur simplement l'autorisation. Enfin, quand vous rentrez chez quelqu'un, vous frappez à la porte, quoi. Enfin, pas tout le temps, ça s'appelle des voleurs dans ces cas-là, mais généralement, on a tendance à frapper à la porte. Bonjour, est-ce que je peux rentrer? Et c'est parti. Donc je l'ai fait sur une toute petite boîte. Ça a super bien marché. Et je me suis dit, ok, on va continuer comme ça. Ça me semble naturel, évident. Est-ce que tu peux raconter rapidement, j'ai envie que tu racontes l'histoire, mais cette communauté où tu leur disais salut les filles, des assistantes de direction au chômage de plus de 45 ans, où tu as réussi à leur parler, un homme a réussi à se mettre dans la tête de femme. Je suis hermaphrodite dedans. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé quand j'ai préparé ton interview, j'ai trouvé ça génialissime parce que tu as réussi à te mettre dans la posture d'une femme de plus de 45 ans qui est secrétaire ou assistante à domicile et à créer un blog où tu leur parles. La chirurgie fait des trucs extraordinaires. Et ça a marché du feu de Dieu. Et moi, j'ai trouvé que cette anecdote-là, pour parler de l'intuition, c'était quand même assez parlant. J'ai un problème. On est en 2008. Je vends des solutions de téléphonie sur IP à des télésecrétaires indépendantes. Vous savez, quand vous passez vous appelez le médecin, etc., elle n'est pas forcément dans le cabinet, en fait. C'est des personnes qui sont souvent chez elles. Voilà, des télésecrétaires indépendantes. Et je me dis, j'avais lu Stratégie Océan Bleu, mes associés me disent, ouais, de toute façon, ça ne marche pas. Enfin, aujourd'hui, on appelle ça un pivot. Donc, on est en 2008, il faut pivoter. Je prends en 3 semaines. Au basket aussi, on dit un pivot. C'est vrai. Ouais, mais t'as vu ma taille, moi, le basket, c'est pas mon univers. Donc je me dis, il faut que je trouve une solution, j'ai 3 semaines. Et à l'époque, mon investisseur, j'ai un promoteur immobilier, me dit, écoute, moi, José Lito, je finance pas de la R&D marketing. Ok, fin du bal. Et je tombe sur une télésecrétaire, simplement, au téléphone, je prends un rendez-vous et je dis, mais vous êtes où? Et elle m'explique, parce que j'entends qu'il y avait un enfant derrière. Je dis, mais vous êtes à la maison, et voilà. Et je gratouille. Ouais, tu fais ton job, tu gratouilles, tu fouines. Et je me dis, mais c'est bon, c'est sûr, c'est un marché, on y va, faut y aller. Parce qu'on leur vendait des grosses machines, des autocoms, des trucs, c'était infernal. Et je me dis, ok, c'est ma cible. Alors je gratouille, je vais sur les forums, je dragouille un peu, et puis je me dis, allez, comme ça, 5-6 000. 5-6 000 quand tu es une petite boîte, si tu vends un truc à 100 €, clac, addition, multiplication, c'est bon, ça marche, on fait du bise. Comment je les touche? Elles passent sous le radar, elles n'ont pas forcément de sirette. À l'époque, c'est le début de l'auto-entrepreneuriat. Comment je peux... Alors, donc je pouvais pas me faire du push, je pouvais pas prospecter, je les voyais pas, je les trouvais pas, je les connaissais pas. Je me suis dit, ok, je vais faire l'inverse, je vais les faire venir. Et là, je me dis, ok, c'est quoi ta vie? Tu fais quoi? C'est comment ton métier? Ce que je te disais, tu sais, j'ai 5 ans, c'est quoi ton métier? Comment tu fais? Et elle commence à me dire, je travaille à la maison. Moi aussi, je suis télétravailleur. D'accord. Et là, on papote. C'est toi, c'est pareil. Ton mari te dit pourquoi t'as pas fait les courses? Parce que je travaille, quoi. Ma femme, c'est pareil. T'es à la maison. Pourquoi tu fais pas les courses? Pourquoi t'as pas fait tourner une lessive? Je sais pas si t'es au courant. J'ai du business. Et plutôt que d'écrire, c'est ce que dit Stéphane en fait, plutôt que d'écrire alors la téléphonie sur IP, blablabla, blablabla, je leur dis ok, vous êtes des femmes, vous avez des enfants, vous avez un business, vous êtes chef d'entreprise, mettez des plantes vertes, pourquoi vous devriez trouver un bureau et surtout, je me suis rendu compte d'un truc, elles faisaient très bien leur métier, prendre le téléphone, rendre service, prendre des rendez-vous. Par contre, elles ne savaient pas faire du business, elles se faisaient tordre en permanence par les toubibs. Et j'ai commencé à écrire des articles de blog sur, si un toubib il te fait blablabla, tu lui dis non. Comment faire du business? Comment vous vendre? Voilà. Comment être indépendant? Comment monter un site internet? Faites aussi des articles de blog. Forcément, je suis devenu une rockstar dans l'écosystème. Je veux revenir sur le ROI parce qu'on dit, le ROI, je vais vous raconter. Teambox, c'est une petite boîte, ils sont 3, je ne vous dirai pas la marge, c'est des cochons. Ils font 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. 3 personnes, 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est une SaaS compagnie, donc c'est que du récurrent. J'ai lancé ça, 1, 2, 3, 4, on a fait 2-3 vidéos. Le site est lamentable, j'espère qu'ils l'ont enlevé à l'heure qu'il est, j'ai honte. On n'avait pas d'outils, on a bricolé. Sauf que la communauté s'est créée et à un moment donné, simplement, c'est mes clientes qui se sont mises à bosser pour moi. J'ai résolu un problème. Comment vous faites quand vous êtes toute seule et que vous devez prendre 300 appels?
pas de vacances, enfants malades, catastrophe. Je leur disais, mais pourquoi tu bosses pas avec d'autres télésecrétaires ? Ouais, mais on peut pas si elles me piquent mes clients, etc. Ok, je vais vous développer dans mon outil, je vais vous développer un truc pour gérer le business en mode communautaire. Résultat des courses, au bout de 3 ans, je suis passé en mode glandouille parce que c'est simplement « Bonjour, je bosse avec machine, elle m'a dit qu'il fallait prendre Teambox. » Yalla, ça c'est fait, 95 €, bingo. Et moi, je faisais des articles de blog, des vidéos, salut les filles, je suis en vacances, etc., etc. J'ai quitté Teambox en 2012, je suis parti en voyage, je suis revenu et mon concurrent direct m'a appelé. Je faisais une interview, à chaque fois que je rentrais une cliente, petite interview. Salut, tu fais quoi ? C'est quoi ta vie ? Pourquoi tu étais assistante de direction ? Pourquoi tu t'es fait jeter ? Ah t'as 45 balais, ma chérie, ça c'est... Et résultat des courses, mon concurrent direct me dit, écoute, pendant que tu n'étais pas là, j'ai appelé toutes tes clientes. Toutes. Tu es plus cher, tu n'es pas forcément le meilleur en termes de service, il n'y en a pas une seule qui a voulu bouger. Pourquoi ? Parce que simplement, voilà, j'ai donné ce qu'elles voulaient, ce dont elles avaient besoin. Tu as su ce que veulent les femmes. C'est un film, c'est une blague. C'est vrai. Peut-être tu l'as pas vu le film, mais en fait, elles ont créé une relation avec toi. C'est un peu notre sujet fil rouge de ce workshop et aussi de la journée. C'est que même si tu étais un peu plus cher, c'est pas le problème. C'est qu'en fait, la relation que tu as réussi à créer avec elles, à les comprendre, à te mettre à leur place, à répondre à leurs besoins, que finalement, même ton concurrent, il est obligé d'admettre que c'est ça qui marche. Je suis le fondateur de l'Académie de l'expérience client. Donc, on parlait d'alignement. Pour moi, l'expérience client, c'est l'anneau de Sauron, quoi. Ça part de recruter tes collaborateurs jusqu'à faire tes clients des ambassadeurs qui vont bosser à ta place. Donc, forcément, pour moi, c'est cette notion-là d'offrir une expérience. Donc, et de la valeur, évidemment. Et la valeur, finalement... soit toujours plus cher que tes concurrents, mais c'est ce qui fait qu'à un moment donné, finalement, c'est plus le prix, on l'a complètement oublié. Mais la valeur, par contre, c'était pas l'outil, c'était très frustrant. Mes associés, c'était sont des ingénieurs, donc pour eux, on a passé 5 ans, on a fait un outil. Je leur dis, l'outil est un prétexte pour rentrer en relation avec un public et une communauté. Tu as tout dit. On n'a jamais tout dit, il nous reste 3 ou 5. Ah yes, on peut encore se dire des choses. Ce qui est intéressant dans ce que dit José Lito, c'est effectivement qu'on a longtemps parlé produit, parlé de soi, et on a encore des fois des entreprises qui disent je suis le plus beau, je suis le plus fort, et on va parler de nous. Le client final, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est savoir pourquoi il va vous choisir. Est-ce que vous avez une expertise ? Et donc, il veut vous choisir. On ne va pas entrer dans la partie technique, mais prise de conscience, prise de considération. Et donc, à un moment donné, on doit aujourd'hui changer son discours et on doit s'adapter à un changement du consommateur qui veut choisir par lui-même. Aujourd'hui, le sport national, c'est d'aller sur Google. Les gens tapent des requêtes et ils veulent choisir par eux-mêmes parce qu'ils ont le sentiment qu'ils existent en tant que consommateurs ou consommateurs. Et donc, on est dans cette tendance-là. Et donc, si on continue à dire je suis le meilleur, je suis le plus fort, etc., on n'arrive du coup pas du tout à intéresser, en tous les cas, le client potentiel qu'on pourrait avoir. Donc, il faut aussi changer ce regard-là, qui a changé des fois dans la tête du dirigeant. C'est-à-dire que le dirigeant même de l'entreprise, et donc on va faire l'alignement commerce et marketing, mais là, on va faire l'alignement aussi de la direction générale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la démarche, elle doit être portée par l'ensemble de l'entreprise. Si le dirigeant dit toujours « moi, je suis le plus beau, je suis le plus fort, et c'est comme ça, et je veux qu'on parle de moi dans tous les articles », ça va être compliqué. C'est-à-dire que vous allez aligner en bas commerce, marketing, et puis du coup, donc il faut véritablement, et moi je suis très terrain, très cas client, très ROI, taux de conversion, etc., parce que c'est notre business. On a des clients que si on a des résultats, mais c'est vrai que derrière, je trouve, c'est ce que disait Stéphane et ce que dit Josito, se cache une vraie philosophie nouvelle quand même dans l'entreprise, qui est de remettre le client au centre de tout ce qu'on fait. Vous avez tous des expériences professionnelles. Moi, j'ai vécu des produits qui tombaient de la direction générale. Bonjour pour les vendre après. C'est un peu compliqué. Et le client, il n'en voulait pas. Mais nous, on avait un objectif. On lui le fourguait. On lui vendait le truc. Voilà, c'était une commande. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas eu vraiment une espèce de considération différente ? Je ne dis pas du tout que tous ceux qui veulent vendre considèrent mal les clients a priori, mais le fait qu'il y ait des consommateurs éduqués, qui prennent des infos avant, qui utilisent les comparateurs, qui mettent des avis, qui se recommandent entre eux des trucs,
Du coup, la posture de la toute-puissance du directeur marketing, elle est complètement mise à mal depuis les 20 dernières années avec le digital. Et la version positive, c'est de dire qu'il y a une prise de conscience que quand même il faut répondre aux besoins. C'est bien, mais il y a aussi l'obligation que le consommateur, on ne peut plus le prendre pour un pigeon comme avant parce qu'il a des infos. Il sait décider, il sait comparer, il sait choisir. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. J'aime bien. C'est vrai. Comme ça, c'est plus intéressant. Parce que le directeur marketing, il s'est adapté. Globalement, le directeur marketing, on a vécu toujours, il s'est adapté au digital. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à aligner dans l'entreprise. C'est ça son problème, c'est que lui, il a bien compris les enjeux. Mais il a un patron qui lui dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et il est coincé avec des commerciaux qui veulent continuer à faire comme ils faisaient parce qu'ils étaient bien tranquilles. Donc lui, il se retrouve dans une place un peu pivot où il doit convaincre sa direction. Et je pense que c'est ce qui a dû être évoqué dans la table ronde sur l'industrie, j'imagine bien. Il doit convaincre une hiérarchie qui est pas mature, qui est toujours un petit peu dans une autre idée parce que tu as aussi des problèmes de génération. Et puis voilà. Mais c'est le même cas dans les startups. Aujourd'hui, on a encore tout un tas de startups qui conçoivent des produits, et puis au bout de 2 ans, ils ont dépensé 800 000 euros d'investissement qu'ils ne devraient pas avoir dans ces conditions-là, et ils disent je ne comprends pas, je ne le vends pas. Au lieu de partir à l'envers en se disant il y a un besoin, je vais y répondre, et j'ai mes clients, et mes clients me font améliorer mon produit. J'ai fait de l'accompagnement de start-up pendant quelques années, dans une autre vie, et du coup, c'était quand même hallucinant de voir des sommes mais considérables dépensées. On est dans le même schéma, le monde bouge, le client est de plus en plus exigeant et du coup, on doit s'adapter. Maintenant, on ne fera pas tout avec l'Inbound, mais l'Inbound, c'est bien. Michel, quand tu parles de ça, les startups, moi des fois je fais du média training ou des trucs comme ça pour des start-upers, leur poser la question, mais à quoi ça sert ton truc ? On a l'impression de les agresser parfois, ils sont hyper vexés. Et donc, je me dis que parfois, il y a comme une légère décorrélation entre les fonds qui sont levés et investis sur des jeunes sur lesquels on mise, qui ont des idées. Alors, moi, je suis incapable de juger si c'est bon ou pas. C'est pas. Mais à quoi ça sert ? Ils ne se posent pas toujours la question au départ. Ouais, on ne va pas mettre tous les cas dans le même panier, parce que si on est sur une grosse innovation technologique, forcément, ça demande de l'investissement. Mais ce qu'on peut simplement se dire pour se raccrocher à ce qu'on est en train de discuter, c'est qu'effectivement, on a des profils différents. Quand vous êtes technicien, vous êtes rarement commercial. Quand vous êtes artiste, vous êtes rarement ordonné. Donc, je veux dire, il y a des profils. Un techos, il développe des choses techniques. Et donc, lui, son pied, c'est de se dire, je vais faire le truc le plus complexe possible, parce que c'est son enjeu. Le commercial, il veut vendre, et le marketing, il veut aider à vendre. Donc, on est obligé de tenir compte de tous ces profils différents dans l'entreprise. Mais derrière, parce que je trouve ce qui est un peu formidable, et c'est un peu ce qu'on se dit, c'est que l'inbound marketing, au-delà de la méthode, au-delà des moyens qui sont les outils qu'on utilise, au-delà des résultats qu'on peut obtenir, c'est une philosophie différente de replacer le client au centre de sa stratégie et de redéfinir une stratégie. Moi, je vais dans des entreprises, des fois, il n'y a pas de plan d'action, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie. Moi, je fais de l'audit d'entreprise. Donc, souvent, je passe une journée avec le dirigeant et je lui dis, c'est quoi votre stratégie ? Donnez-moi une phrase, votre vision à 3 ans, à 5 ans. Et là, des fois... Et du coup, ce qui est quand même... Et donc, je pense que l'enjeu est là. Et moi, je replace le marketing au centre, en fait, beaucoup plus qu'avant, de tous les enjeux. Parce que c'est là que ça va se faire. C'est là qu'on va pivoter avec le commerce et pivoter avec la stratégie. Mais du coup, l'enjeu devient assez considérable. Et il est stratégique. Complètement d'accord. Il y a 2 façons de voir l'inbound marketing. Soit effectivement la façon dont l'a exprimé Michel, soit la technique. Si on tombe dans la technique, finalement, tous vos compétiteurs vont un jour ou l'autre, si ce n'est déjà fait, faire de l'inbound marketing. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous allez être des dizaines d'acteurs sur votre marché à dire strictement la même chose. Donc, quand on est le premier, encore, ça peut passer parce qu'on prend des places sur Google, sur les médias sociaux. Quand on est le 50e, voire le 100e, ça ne fonctionne plus. On le voit d'ailleurs, les agences digitales. Le nombre aujourd'hui d'agences qui se disent inbound marketing et qui racontent strictement toutes la même chose, forcément, il n'y a plus de portée. Donc là, il faut véritablement articuler une stratégie, se dire quel est mon positionnement de marque, quelle est finalement ma valeur par rapport à mes clients, et c'est autour de ça qu'on va pouvoir s'exprimer. C'est absolument essentiel. Mais est-ce que ce que tu dis là, Stéphane, ça ne veut pas dire que vous devez presque faire accoucher un peu de sa nouvelle stratégie, de sa nouvelle vision, la direction de la boîte, avant de lui apporter des conseils ?
Ce que racontait Michel, c'est que s'il n'y a pas vraiment une stratégie, une vision, c'est compliqué d'aller trouver. Mais dans toutes les entreprises, tu as quand même une stratégie, une vision. Oui, donc, sauf que là, il faut que ça corresponde à l'expérience client et à ce qu'attend le client. Et que du coup... si ta stratégie et ta vision ne correspondent pas aux attentes du client, tu es mal barré. Hein. Donc à un moment donné, soit il faut vite changer de stratégie, de vision, soit il faut effectivement s'ancrer sur cette stratégie, cette vision, pour arriver à l'exprimer. Alors après, encore une fois, grâce à des contenus qui vont porter cette stratégie, cette vision, donc apporter de la valeur. On ne fera pas plaisir à tout le monde. Hein. À un moment donné, il faut aussi choisir ses cibles. Donc on le voit, j'ai cité Red Bull, bien évidemment, ils ne vont pas s'exprimer à des gens qui sont 50 ans dépassés. Bon, généralement, on n'est pas dans la cible. Merci. Ils sont très coquettes en ce moment, les garçons. Ils parlent beaucoup de leur silhouette. C'est assez rigolo. Vous êtes tous très bien. Tiens, en parlant de silhouette, allez voir un exemple de start-up, puisqu'on a abordé ce domaine. Allez voir un site qui s'appelle Bonne Gueule. C'est 2 petits jeunes qui ont commencé finalement à s'exprimer via du blog sur des recommandations. C'était des passionnés de fringues. Donc ils ont partagé leur passion. Aujourd'hui, c'est une boîte qui fait plus de 3 millions de chiffre d'affaires et un tiers de leur effectif est produit du contenu. Donc on voit que véritablement, l'arme commerciale, c'est du content marketing. On va devoir bientôt interrompre ces échanges. Je vais vous proposer d'aller donc vous restaurer. Donc vous avez le déjeuner qui est compris dans le pass que vous avez eu pour assister à l'événement, et l'espace restauration est là-bas, d'accord. Quand vous remontez en fait derrière le vestiaire en fait, à l'étage supérieur derrière le vestiaire, et on se retrouve tout à l'heure à partir de 14h, d'accord. Merci beaucoup, merci de votre attention. À tout à l'heure, merci.